Bon, alors je vois que le premier spectateur est arrivé. Je sais pas qui c'est. Alors, je sais pas si c'est marqué quelque part. On sait rien du tout. Bon, bah, bienvenue. Alors je vais commencer. J'avais dit que je commençais à 19h30. Il est 19h32, je suis à peu près à l'heure. La dernière fois, j'étais un petit peu en retard. Coucou Yael, merci d'être là. Voilà, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou que je sache qui est-ce qui se connecte là. Vous êtes déjà plusieurs, mais je ne sais pas exactement qui il y a. Voilà, donc on va commencer. On va pas perdre de temps. Alors j'ai préparé pour une fois le live, ce qui est quand même, bah, c'est la première fois que ça arrive, que je prépare un petit peu. Parce que je me dis que ça peut être intéressant peut-être de structurer un petit peu ce live. Je vais essayer de faire un live d'une demi-heure à peu près. J'espère qu'on va pas trop dépasser. L'idée c'est de vous présenter un petit peu le livre d'or. Pour un petit peu voilà, vous dire quelle est un petit peu la démarche de ce projet, quel est un petit peu son objectif. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Je vais vous faire un aperçu de l'intrigue du livre. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du cadre géographique et historique, avec les sources d'inspiration. Ensuite, je vais vous parler des thèmes principaux. Ensuite, je vais vous présenter brièvement les personnages principaux. Et ensuite, on parlera et un petit peu quelques anecdotes sur le processus de création et puis le concours auquel va participer le livre, puisque le livre va faire partie du concours des plumes francophones. Alors, pour commencer, je vais vous lire du coup la quatrième de couverture. Donc, je vous remercie pour toutes celles et ceux qui ont participé. J'ai fait un petit sondage et il y a plein de gens qui ont participé en commentaire et en message privé. Donc, c'était vraiment bien. Il y a tout le monde qui a un petit peu réfléchi pour essayer de faire une quatrième de couve qui soit courte et qui soit attrayante. Donc, je vais vous lire le résultat maintenant. J'espère que ça vous plaira. Alors, 18 décembre 1897, massif des Carpates, un refuge isolé, un corps, une mort mystérieuse. Alexander Hartmann, détective expert en langue et symboles, et sa fille Lucie sont entraînés dans une enquête macabre où les morts s'accumulent. Tandis qu'ils sont confrontés à des tragédies liées à un ancien manuscrit disparu, le Livre d'Or, leur quête les mène face à leurs terreurs les plus profondes. Pourront-ils démêler les fils de ce mystère avant qu'il ne soit trop tard? Alors, un petit aperçu de l'intrigue, donc sans spoiler. Je vais essayer d'éviter les spoilers, c'est pas évident. Alors, je vais peut-être spoiler un petit peu, mais ça sera juste le début. Donc, on va parler un petit peu du cadre. Donc, le cadre, ça se passe dans les Carpates, comme vous l'avez déjà, qu'on l'avait bien vu. Pourquoi les Carpates? Parce que j'ai trouvé que c'était un. Et pourquoi cette date 1897? Alors, c'est un hommage en fait à Dracula de Bram Stoker qui est sorti en 1897, qui se déroule également dans les Carpates en partie, ça vous le savez. Et en fait, il y a pas mal effectivement comment dire, il y a pas mal de liens avec ce livre, Dracula. Je vous explique un petit peu les sources d'inspiration et les liens qu'il peut y avoir entre les livres. Par contre, l'histoire n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de vampires, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je trouvais que c'était vraiment sympa, les Carpates, parce que c'est quand même un endroit qu'on ne connaît pas trop. C'est un massif montagneux qui, à cette époque-là, était très isolé. Euh, il y a toujours un peu une féerie, je trouve, il y a toujours un mystère dans cet endroit-là. Il y a effectivement, je voulais planter un décor avec vraiment de la neige, avec un décor montagneux, vraiment pour voyager, d'autant plus que là, en plus le livre sort en plein été, donc enfin en début de l'été. Je trouvais que c'était sympa un petit peu le contraste. Et puis voilà, il y a toute une ambiance mystérieuse avec beaucoup de contes et de légendes, donc ça me plaît beaucoup cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui commence l'histoire en fait? Eh ben, tout simplement, il y a Hartmann et sa fille qui sont en train de cheminer à travers les Carpates pour se rendre dans une conférence. Et donc ils passent par les Carpates, et ils se retrouvent pris au piège d'une tempête de neige, et ils se perdent en fait, ils se perdent dans une forêt, et ils arrivent à retrouver par chance, ils trouvent ce refuge qui ne figurait pas sur leur carte. Ils trouvent ce refuge et donc ils vont rentrer dans le refuge. Et en arrivant dans le refuge, donc là c'est pour ça que je vous dis, je spoil, mais c'est à peine, c'est vraiment les premières pages. Dès leur arrivée dans ce refuge, avant de rentrer dans le refuge, ils vont voir une silhouette qui émerge d'une ancienne chapelle abandonnée et qui s'éloigne en boitant. Et quand Hartmann va ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a dans la chapelle, en fait, il va voir un corps allongé. Il y a un corps allongé dans la chapelle. Euh, et donc tout de suite, voilà, avant même d'arriver au refuge, ils sont confrontés à une mort, en fait, qui est une mort inexpliquée, et c'est ça qui lance le refuge. Donc en fait, le refuge d'apparence normale, vous pouvez bien vous douter qu'il cache des secrets anciens qui se révèlent peu à peu à travers des indices. Et alors, c'est des indices qu'il va falloir déchiffrer au fil du récit, et des témoignages, forcément, parce que dans le refuge, donc il y a toute une vie dans le refuge pour faire fonctionner cette bâtisse.
Et donc, il y a différents personnages. Par exemple, il y a le Léopold, c'est le gardien du refuge. C'est un vieux monsieur en fait, qui s'occupe de garder le refuge, qui est censé faire les réparations, faire en sorte que tout se passe bien. Il y a Ludmilla qui est une cuisinière, qui est toujours de bonne humeur, toujours très souriante, vraiment qui fait des bons petits plats avec des baies de la forêt, avec de la viande de chasse, avec ce genre de choses. Il y a Karl, donc Karl, c'est la personne malheureusement qui est décédée, donc c'était quelqu'un qui s'occupait de l'approvisionnement en nourriture. Il avait des petites plantations, c'était aussi l'homme à tout faire en fait du refuge. Il y a Gunther, donc Gunther, lui, il est à la fois chasseur et bûcheron. Et il y a Sigmund, qui est un érudit en fait, qui travaille dans la bibliothèque, parce qu'il y a une vieille bibliothèque dans le refuge avec tout un tas d'anciens ouvrages. Et en fait, Sigmund, il travaille là-dedans. Donc il y a vraiment, j'essaie de faire en sorte que vraiment le refuge soit vraiment quelque chose de vivant. Il y a vraiment tout un fonctionnement avec des habitudes des différents personnages et avec différents personnages qui se baladent là-dedans. Alors je regarde un petit peu où on en est. Alors, bonsoir Isa, merci d'être là, merci d'être passé, c'est super sympa. On parlera après, hein, parce que j'ai plein de remerciements à faire par rapport à mon équipe à mon alpha, à mon équipe alpha. Alors, donc, le mystère central du livre, vous l'avez bien compris, c'est le titre, c'est le livre d'or. C'est l'élément central autour duquel le mystère s'articule. Alors, je ne veux pas vous dire grand-chose sur cet ouvrage. Ce que je peux dire, c'est que c'est un ancien ouvrage et disparu qui est plus de l'ordre de la légende ou de la superstition au début du livre, et qui finalement va prendre une importance de plus en plus grande au fil du récit. Alors, les superstitions qui courent au sujet du livre d'or, ce serait qu'il aurait des effets inexplicables sur la réalité. Mais voilà, bon, on ne sait pas du tout si c'est vraiment de la croyance ou s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et en plus, ce livre a été perdu. Les quelques personnes qui le connaissent ne savent pas où il se trouve. Ils pensent qu'il a été perdu ou qu'il a disparu. Il y a certaines personnes qui veulent pas du tout en parler, donc c'est pas forcément évident d'enquêter sur ce livre. Donc, d'une manière ou d'une autre, au fil de l'enquête, les protagonistes vont se demander s'il n'y a pas des liens en fait entre les morts qui surviennent, entre les événements étranges qui surviennent dans le refuge, et puis ce fameux livre. Mais de quelle nature est ce lien? Ça reste un mystère. Alors, les défis et les obstacles rencontrés par les personnages. Donc en fait, Hartmann, c'est un détective, et donc il se lance dans une enquête. Lui, il décide, pour certaines raisons que vous découvrirez en lisant l'histoire, il décide d'essayer de comprendre pourquoi cet homme est mort au début de l'histoire. Il trouve que cette mort, qui a été expliquée plus ou moins par les habitants du refuge, pour lui, les explications ne lui conviennent pas. Donc en fait, il va commencer à mener une enquête. Et au fur et à mesure qu'il va se passer d'autres événements un petit peu étranges ou qu'il va y avoir d'autres morts, ça va l'impacter et ça va lui donner envie d'aller encore plus loin dans cette enquête pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons on va dire, pour aider un petit peu les gens qui sont dans le refuge. Il ne se sent pas de les laisser comme ça par rapport à ça. Sans compter que s'il s'en va, lui, avec sa fille, au moment où en fait rien n'est résolu, il pourrait tout à fait lui arriver des choses dans les alentours du refuge. Donc il va avoir des obstacles intellectuels, ça va être vraiment, c'est une enquête policière, hein, donc ça va être vraiment une enquête sur le terrain, ça va être il va s'agir de chercher des preuves, de recueillir des preuves, de recueillir des témoignages, de faire la différence entre les mensonges et la vérité, et également de décrypter les symboles de ce refuge, parce que ce refuge a vraiment une histoire. Il a vraiment une histoire qui est ancrée dans le temps, une histoire de plusieurs siècles. Et donc, il s'agira de décrypter certains symboles ou d'interpréter des langues oubliées, de relever des défis physiques également, parce que c'est quand même un environnement dangereux. On est en décembre, donc c'est l'hiver dans les Carpates, il fait très froid. Il y a effectivement des jours où il y a le soleil, mais il y a des jours où il y a du vent, il y a le froid qui est là, il y a des tempêtes, il y a de la neige. Et donc, il y a vraiment un défi physique pour tout le monde face à ça. Sans compter si jamais il se passe effectivement des phénomènes qui ne sont pas explicables, qui peuvent aussi donner on va dire, des défis physiques au personnage. Et ensuite, eh bien, ça va être au fil de son enquête, enfin pour avancer dans son enquête, il va devoir se confronter aux différents personnages et essayer d'en apprendre le plus possible, le plus rapidement possible. Donc il va avoir des interactions avec les résidents du refuge, chacun ayant ses propres secrets et peurs qui compliquent la quête de Hartmann. Et ces rencontres ajoutent des couches de complexité et des tournants inattendus à leur enquête.
Donc, au niveau de l'intrigue, pour conclure un petit peu cette partie où je voulais vous présenter un petit peu l'histoire et l'intrigue, j'essaie de faire en sorte que ce soit une enquête policière qui soit ouverte sur effectivement une part de mystère, parce que j'aime beaucoup justement une part de mystère ou de fantastique, mais l'idée c'est qu'on ne sait pas forcément si ce sont des superstitions, si ce sont des interprétations, si ce sont des visions, par exemple, qui sont liées à la fatigue ou alors euh, au froid ou à l'altitude, ou si c'est vraiment, il y a vraiment des choses qui se passent dans les réalités qui sont différentes de la réalité qu'on connaît à cette époque-là, dans les villes, dans les villages ou dans les campagnes. Donc l'intrigue se développe de manière à maintenir le suspense, chaque révélation apportant plus de questions que de réponses, en espérant vous pousser à tourner les pages pour découvrir la vérité cachée derrière les mystères du livre d'or. J'ai vraiment essayé de faire en sorte, dans cette histoire, qu'il y ait de nombreux rebondissements, de nombreuses révélations, de nombreuses surprises. Et donc en fait de faire croire qu'on part dans un sens, et puis de tourner dans un autre sens et dans un autre sens, et vraiment de le faire tout au long du récit. C'est-à-dire que sur les quelques personnes qui ont lu le récit jusqu'à présent, ils m'ont dit que c'était quelque chose qu'ils avaient apprécié, c'est que vraiment, ils sont tenus en haleine, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ils s'y attendaient pas, et ça va toujours un peu plus profond dans ce qu'ils pensent, ou un petit peu plus loin dans l'endroit où ils pensaient que le livre allait aller. Et donc voilà, donc a priori, ça leur a beaucoup plu. Euh, voilà, donc l'idée, ça va être de voir est-ce que Hartman et Lucie vont réussir à démêler les fils de cette intrigue complexe. Et que va révéler les découvertes qu'ils vont faire par rapport à cet ouvrage ancien oublié, le livre d'or, sur le livre d'or en lui-même, sur le refuge, et en même temps sur eux-mêmes. Alors, je fais un petit point pour voir s'il y a des questions. Bonsoir Aurore, c'est gentil d'être là, merci beaucoup. Alors, j'imagine que tout le monde ne va pas pouvoir venir tout de suite parce que c'est pas forcément évident à cet horaire. Mais bon, de toute façon, il y a le replay, donc c'est pareil si vous avez autre chose à faire, si vous voulez y revenir après. J'ai fait un petit plan en début de vidéo pour expliquer un petit peu de quoi j'allais parler. Donc comme ça, vous pouvez venir en cours de route et puis voir ce qui vous intéresse. Alors le cadre géographique et historique. Le massif des Carpates, des paysages imposants, des montagnes enneigées, escarpées, des montagnes vraiment impressionnantes. J'ai fait des recherches un petit peu, des montagnes magnifiques. C'est vraiment un endroit très touristique maintenant. Il y a effectivement des châteaux qui datent je crois, du XIVe siècle, des forêts très denses. Des forêts très escarpées et beaucoup de légendes locales. Je trouve que c'est un cadre idéal pour un roman mêlant mystère et suspense, voire surnaturel. Alors pourquoi l'année 1897? Eh ben, effectivement parce que, comme je vous l'ai dit, je cherchais vraiment cette ambiance des Carpates avec ce lien avec le roman Dracula. Et également, cette époque, je trouve la fin du 19e siècle, c'est une époque très intéressante. On va voir un petit peu pourquoi. Mais notamment, en résumé, c'est parce qu'il y a eu plein de découvertes scientifiques et il y a vraiment une avancée de la science qui se confronte à vraiment des sociétés, on va dire des sociétés qui sont encore très rurales et très reculées. Et donc il y a vraiment une confrontation entre des croyances, on va dire, ancestrales ou traditionnelles et la science vraiment qui émerge. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une des choses qui sont intéressantes dans cette époque-là. Donc c'est une période riche en changements sociaux et technologiques en Europe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte dans l'histoire, et notamment à travers le personnage, parce que le personnage principal, Hartman, en fait, il a une mallette qui a beaucoup fait rire Claire, qui est une de mes correctrices. Et donc, en fait, c'est une mallette qui contient tout un tas de gadgets qu'il essaye de garder un petit peu secret. Alors, il a des gadgets qui sont assez nouveaux, qui existent depuis peu, notamment, il a un appareil photo qui a été inventé, la photographie a été inventée quelques années avant, enfin quelques dizaines d'années avant, et donc lui il a réussi à obtenir de la part d'un ami inventeur un appareil photographique miniaturisé qui lui permet de prendre des photos des corps ou des terrains pour les analyser plus tard. Ça, c'est un exemple. La manière dont la période influence les thèmes et personnages. Alors, les personnages, donc il y a la fille de Hartman, qui est une jeune fille de 13 ans, qui est très mature pour son âge, et qui, elle, va vraiment, on va dire, c'est vraiment, on est au début, à la fin du 19e siècle, on est au début de l'émancipation des femmes. Donc, en fait, elle veut devenir archéologue, donc il y a plein de choses qui sont généralement réservé aux hommes, mais il y a déjà des femmes archéologues, donc elle a pour modèle certaines femmes archéologues. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc c'est cette période qui est intéressante à ce niveau-là.
Et donc, effectivement, je pense que les Carpates et la fin du 19e siècle, ça ajoute une dimension de mystère et d'authenticité au roman. Un cadre isolé, les mythes associés à cette région, je trouve que ça enrichit l'atmosphère de suspense et d'étrangeté. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré le livre d'or? Ce que je peux. Alors, il y a beaucoup de choses, forcément. Déjà, il y a tous les romans policiers. Tous les romans policiers, puisque c'est quand même c'est une enquête policière à la base. C'est vraiment un polar, on va dire, un polar ésotérique, un polar historique, un thriller ésotérique. Donc, mais c'est vraiment, il y a une enquête policière à la base. Et le héros est un détective. Euh, alors forcément, par rapport à ce qui m'a inspiré, je vais y revenir plus tard. Mais par exemple, on peut mentionner le Dracula, on peut mentionner La Chambre 1408 de Stephen King, on peut mentionner la Maison des Feuilles. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Mais comme je vous dis, vraiment, il y a tellement de livres de toute façon et de films qui nous inspirent que ça serait difficile de tous les décrire. Mais j'ai quand même fait quelques. Je vais quand même vous parler un petit peu par rapport à Dracula parce qu'il y a vraiment des thèmes qui sont communs au livre. Ensuite, je voulais juste parler, avant de parler de ces livres qui m'ont inspiré, l'atmosphère que j'ai voulu créer dans le livre d'or. Donc j'ai vraiment voulu faire en sorte que les éléments naturels comme le vent, la neige, les montagnes jouent un rôle presque principal dans l'histoire, en influençant les événements et en reflétant les émotions des personnages. Ou pas, parce que c'est bien parfois de prendre rebours, mais en gros, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'on se sente à l'intérieur de ce refuge, qu'on sente le contact du bois de la vieille table dans la salle principale du refuge, qu'on sente le froid qui s'immisce au conchant, qu'on sente après le froid, après la neige, la chaleur de la cheminée, la chaleur du feu. J'ai vraiment essayé de travailler vraiment tous les sens pour qu'on puisse vraiment se sentir immergé dans cet univers, notamment la bibliothèque également, avec tous ces livres, avec toute cette richesse, avec comment dire, cette odeur de papier, tous ces parchemins, tous ces mystères qui sont là-dedans. J'ai vraiment essayé de développer ça. Et effectivement, le climat joue un rôle aussi important, parce que il peut y avoir des moments où il y a des tempêtes de neige, des moments où il neige, des moments où il fait beau. Donc du coup, quand il fait beau, on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, il y a d'autres moments où c'est brumeux, donc en fait, même on ne voit pas à quelques mètres. Et là, du coup, tout prend vraiment une dimension mystérieuse et vraiment inconnue. Et j'ai vraiment essayé de jouer là-dessus, avec la nuit, avec le jour, les différentes heures, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, avec tout ça. Voilà, donc vraiment en utilisant la météo et le paysage pour symboliser l'isolement, le mystère et parfois la peur également. Alors, si on revient un petit peu sur 1897, cette époque-là, la fin du 19e siècle, on peut parler un petit peu de l'influence de cette période sur les thèmes du livre. Donc, ce que je vous ai dit un petit peu, c'est la modernité contre la tradition. Donc la fin du 19e siècle, c'est une industrialisation, l'émergence de nouvelles technologies, par exemple comme la photographie, et ça crée un contraste entre la modernité et les traditions ancestrales, surtout dans les régions isolées comme les Carpates. Voilà, donc ce contraste, il est au cœur du livre d'or, où cet artefact ancien, le livre d'or lui-même, représente un passé mystique et occulte face à la rationalité émergente de l'époque. Donc ensuite, il y a également on va dire pas une lutte, mais pas une compétition, mais vraiment une différence entre l'ésotérisme d'un côté et l'exploration scientifique de l'autre. C'est vraiment une période qui voit un regain d'intérêt pour l'occultisme et l'ésotérisme en parallèle avec les progrès de la science. Et ça, c'est reflété par la quête des personnages principaux, Hartmann et sa fille, qui utilisent des méthodes scientifiques et linguistiques et cryptiques pour démêler un mystère qui est ancré dans les pratiques et des croyances anciennes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Après, ça a une influence sur les personnages. Alexander Hartmann, qui est donc un détective spécialisé en langue et en symboles, il incarne la figure du scientifique du 19e siècle. Il applique des méthodes rationnelles à des phénomènes apparemment irrationnels. Donc j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. Sa profession, c'est le produit de son époque. Et c'est le moment où en fait les disciplines académiques à cette époque-là commencent à s'intéresser sérieusement aux mythes, aux symboles et aux langues anciennes. Donc lui, il symbolise ce moment-là. Donc il est complètement ancré dans son époque. La participation de Lucie est importante aussi, sa fille de 13 ans, parce qu'elle illustre les changements des rôles de genre pendant cette période, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la fin du 19e siècle, c'est l'émergence des premières vagues de mouvements pour les droits des femmes, et ça rend le personnage de Lucie vraiment représentatif de l'évolution des attentes sociétales envers les femmes, puisque vraiment,
elle est en plein dans cette mouvance. Comme je vous dis, elle veut devenir archéologue, elle veut vraiment avoir un rôle, elle veut pas, elle veut être maître de son destin. Voilà, donc c'est vraiment dynamique entre les anciennes superstitions et les nouvelles découvertes scientifiques. J'ai vraiment voulu mettre ça au cœur du roman. Je vais regarder un petit peu si on a des commentaires. Alors, il donne envie. Bah, merci, Yael, c'est très sympa. Aurore, pas de problème, écoute, pas de souci. Voilà, le replay, c'est fait pour ça. Je sais que tout le monde a des enfants, des filles, c'est pas forcément évident de rester. J'essaye de faire un live synthétique et intéressant. Donc, on va continuer. Et surtout, si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Je trouve que c'est vraiment sympa, justement, par rapport à ce que je vous dis, pour pouvoir un petit peu creuser. Alors, l'hommage à Dracula, un petit peu un hommage à Dracula, publié en 1897, qui est l'année du récit. Pourquoi le 18 décembre? Parce que j'ai trouvé cette idée, on va dire, l'an dernier, le 18 décembre 2023. Et donc, j'ai voulu ancrer un petit peu cette date. Et il s'avère qu'effectivement, cette date est très importante par rapport à ce qui se passe dans le livre, et vous comprendrez pourquoi si vous découvrez le livre. Alors, les parallèles avec le roman de Dracula, de Bram Stoker, l'atmosphère gothique. Donc vraiment, ce que je voulais, c'était une ambiance gothique, en utilisant des décors sombres et menaçants. Le refuge, c'est vraiment, voilà, c'est une bâtisse à 3 étages avec un donjon. Il y a vraiment un passé, donc avant d'être un refuge, c'était quelque chose d'autre. Et puis avant, c'était encore quelque chose d'autre, ça je vous laisse le découvrir. Mais j'ai vraiment voulu utiliser l'ambiance gothique pour construire une atmosphère de mystère et même d'oppression à certains moments pour le roman. Des lieux isolés, des lieux chargés de secrets. Donc je vous ai parlé de cette vieille chapelle abandonnée. Il y a un vieux cimetière avec une stèle noire qui est très ancienne, avec des symboles dessus qui questionnent. Il y a une vieille tour de garde effondrée sur le col. Enfin, vraiment, il y a tout cet environnement, justement, pour qu'on se sente un petit peu dans cette ambiance, un petit peu loin de tout. Vraiment pour voyager. La lutte entre le moderne et l'archaïque, donc c'est ce dont je vous ai parlé sur l'époque, 1897. Dans Dracula, on a vraiment une confrontation entre la technologie moderne, donc on parle par exemple du télégraphe, ou les enregistrements phonographiques, et des forces anciennes ou mystérieuses. Donc cette dualité, on peut la retrouver dans le livre d'or, où des techniques modernes de déduction se heurtent à un livre ancien et mystique, qui est peut-être doué de certains pouvoirs. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on voit à travers le personnage de Hartmann et la mallette de Hartmann, avec ses différents instruments. Ensuite, au niveau de la narration, donc dans Dracula, c'est vraiment une narration épistolaire avec vraiment des lettres. Et moi, le parallèle que j'ai fait dans le livre d'or, c'est qu'en fait, on va découvrir petit à petit certains textes qui ont été écrits dans le livre d'or. Donc ça, on va le lire au fil de l'histoire, et je les ai mis en annexe. En annexe, vous pourrez lire le livre d'or en entier, découvrir le livre d'or en entier, enfin, en tout cas, toutes les parties importantes pour le roman. Le thème de l'invasion également. Donc dans Dracula, il y a vraiment le thème de l'invasion. Le comte vampire, il représente une menace qui vient de l'Est pour envahir l'Ouest. Donc vous voyez, on est toujours en plein là-dedans, 2024. C'était une métaphore des peurs de l'époque. Dans le livre d'or, on a aussi le thème de l'invasion. Et cette invasion, elle se manifeste d'une autre manière, c'est l'influence croissante et terrifiante du livre sur ceux qui entrent en contact avec lui. Donc en fait, c'est une invasion qui est assez subtile, qui est assez psychologique, mais c'est une certaine forme d'invasion aussi dans la réalité des gens. Et ensuite, l'autre parallèle qu'on peut trouver avec Dracula, c'est le mystère de l'enquête. Dracula, c'est un récit d'enquête où les personnages doivent rassembler des indices pour comprendre et finalement combattre Dracula. C'est une structure de mystère et d'enquête. Elle est centrale également dans le livre d'or. Le livre d'or aussi, c'est une structure de mystère et d'enquête où la recherche de la vérité tourne autour de ces meurtres et d'un livre mystérieux. Alors l'arrière-plan gothique, voilà, l'arrière-plan gothique, c'est vraiment, ça fait référence, c'est ce que j'ai voulu mettre en place dans ce roman, ça fait référence à une esthétique et un cadre qui incorpore des éléments sombres, mystérieux, souvent surnaturels, associés au genre gothique. C'est vraiment, comment dire, pour moi c'est un des cadres idéaux pour une histoire de suspense et de mystère. Et les thèmes typiques des romans gothiques, ça inclut la mort, la folie, les fantômes, les ancêtres maudits ou les secrets de famille. Et nous, on est vraiment là-dedans. Donc on a vraiment le thème de la mort, on a le thème de la folie, on l'a également. On a le thème des secrets de famille également.
Parce que vous avez bien, bon, voilà, donc Hartman, il est avec sa fille, Lucie, donc il est possible qu'il y ait des choses, effectivement, des révélations à l'intérieur de ça, puis des révélations même au sein des personnages, entre les personnages, au, à l'intérieur même du refuge. Donc vraiment, voilà, des châteaux et des manoirs anciens, des monastères isolés, des paysages lugubres, des forêts denses, des montagnes brumeuses. Voilà, c'est vraiment cette ambiance gothique que je voulais développer, et j'espère que ça saura vous transporter. Ensuite, par rapport on peut parler peut-être un petit peu du livre de Stephen King, la 1408. Voilà, il y a vraiment, j'ai voulu prendre de ce livre-là un petit peu le caractère oppressant et claustrophobique. Dans 1408, l'histoire se déroule principalement dans une chambre d'hôtel qui a une apparence ordinaire et qui devient un lieu de peur psychologique intense. Dans le livre d'or, on a aussi une ambiance isolée dans un refuge qui est loin de tout, qui est en haut d'une montagne. C'est pas forcément facile de s'en aller. Déjà, la route est difficile pour aller là-bas. On marche à pied, forcément, à cette époque-là. Et selon la météo, on peut même pas sortir du refuge, en fait. Ensuite, on a aussi un lien avec ce livre, 1408, c'est des éléments surnaturels liés à un objet. 1408, ça tourne autour d'une chambre d'hôtel. Le livre d'or, ça tourne autour d'un ouvrage. Mais on a aussi ça, des superstitions autour de quelque chose, des événements qui se passent autour de quelque chose. Ensuite, quelle est l'interprétation à en donner? Ensuite, on a aussi un thème très important en commun, c'est la confrontation aux peurs intérieures. Le personnage dans 1408, il est confronté à ses propres démons intérieurs. Et dans le livre d'or, c'est vraiment une thématique centrale. Vraiment, le personnage qui est confronté à ses peurs intérieures est vraiment une thématique centrale du livre d'or. Il y a aussi la descente dans la folie, hein, qui est illustrée par un des personnages dans le livre d'or. Il y a vraiment cette histoire de folie, parce que dès qu'on parle de mystère, dès qu'on parle de peur, d'endroits isolés, reclus, il y a quand même une dimension de folie, parce que ça peut vraiment toucher l'être humain. Donc je voulais vraiment illustrer cette dimension de folie. Le personnage principal de 1408, il est progressivement consumé par la folie. Et donc, je voulais que ça retranscrive aussi, je voulais retranscrire aussi cette idée de folie, qu'on retrouve également dans Dracula, puisque le serviteur qui est dans l'asile psychiatrique de Dracula, je ne me souviens plus comment il s'appelle, vous voyez de qui je parle, il est présent aussi dans Dracula. Donc ça, pour moi, c'était important. Et un autre thème qui est commun, c'est la lutte pour la survie. La tension narrative de 1408, c'est la lutte désespérée du personnage pour survivre et échapper à la chambre. Dans le livre d'or, on peut également imaginer qu'il y ait des luttes pour la survie qui soient faites d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la Maison des Feuilles. Donc la Maison des Feuilles, ça m'a donné des idées sur, on va dire, comment développer l'univers en lui-même. Donc là, je ne vais pas trop vous en dire par rapport à ça, vous découvrirez en lisant l'histoire. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Est-ce que tu vas proposer des SP cette fois aussi? Oui, bien sûr, Yael, je vais proposer des SP. C'est un livre qui n'est pas très long. Je suis revenu sur une dimension de livre à peu près de 100 000 mots, donc on est sur les 400 pages à peu près. Donc je suis assez content d'avoir réussi à revenir à cette dimension-là, parce que j'ai tendance à faire des livres assez longs. Mais oui, il va y avoir des SP. Je vais bientôt les lancer. Nathalie, bienvenue, merci d'être là. Alors, je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont encore là, mais alors, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Je continue. Alors, donc la troisième partie de cette présentation, c'est les thèmes principaux. Alors, les thèmes, on va dire, il y en a trois. Il y a trois thèmes principaux. Il y a le mystère et l'enquête, l'ésotérisme et l'ancien manuscrit, et la confrontation aux peurs intérieures. Alors, le mystère est au cœur de l'intrigue, avec des événements inexplicables, des décès mystérieux qui captivent et motivent les personnages principaux, Alexander Hartman et sa fille Lucie, à explorer et à dénouer les secrets du refuge. Alors, le thème du mystère structure l'histoire complètement. Il mène les personnages d'une découverte à l'autre, en tissant un réseau de suspense qui maintient, je l'espère, l'engagement des lecteurs. Et chaque révélation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle apporte de nouvelles questions. Alors je m'arrange quand même pour qu'à la fin, toutes les questions soient résolues, ou presque. Mais l'idée, c'est vraiment de faire monter la tension, de la faire baisser. Vraiment, pour moi, c'est vraiment jouer un petit peu avec ses émotions. C'est vraiment, pour moi, vraiment une des choses les plus importantes. Dans le thème de l'ésotérisme et de l'ancien manuscrit, alors il s'agit d'un manuscrit ancien qui est vraiment lié à tout un tas de superstitions, qui peut potentiellement influencer certains événements du récit. Donc le livre, il agit non seulement comme un catalyseur de l'intrigue, mais aussi comme
comme un réflecteur des thèmes en fait du roman. Il a vraiment un rôle à jouer, c'est un personnage en lui-même en fait. Et il a un impact sur les personnages, parce que forcément, les croyances et les peurs qui traînent, qui circulent autour de ce livre, vont questionner les personnages, ils vont tester les croyances et les limites intellectuelles des personnages, en particulier Hartman, le personnage principal, qui va devoir utiliser ses compétences linguistiques et symboliques pour interpréter les mystères qui contient, les mystères contenus dans cette bibliothèque, dans ce refuge ancestral, dans ce livre, dans cet ouvrage. Et pour remettre en question ça, il est contraint de se remettre en question lui-même, il est contraint de remettre en question sa propre compréhension du monde et sa rationalité. Donc ça va vraiment le confronter à lui-même, en fait, cette histoire. Et ensuite, je parlais de la troisième thématique importante, c'est la confrontation aux peurs intérieures. Au-delà des mystères externes, le livre explore intensément les peurs intérieures des personnages. Chaque personnage est confronté à ses propres angoisses, qu'elles soient liées à leur passé, à leurs regrets, à leur incertitude face à l'inconnu. Donc il y a vraiment ce thème de la peur qui est central dans le livre. Et pour moi, il est vraiment important, je reviendrai dessus peut-être un petit peu plus tard, et comme vous me connaissez déjà, il est important vraiment que les livres portent des messages qui soient véhiculés par les personnages. Et vraiment, ce thème de la peur est très important et il fait partie vraiment de toutes les facettes de l'histoire. Petit à petit, les confrontations intérieures vont contribuer à la croissance des personnages, au développement des personnages, pour le pire ou pour le meilleur. Pour Hartman, par exemple, la peur de la vérité sur son passé et ses implications, qui pourraient le rapprocher ou l'éloigner de sa fille, lui-ci, ont vraiment un impact sur l'histoire, et vraiment un impact sur les choix qu'il va faire dans ce refuge. Et il va vraiment être mis dans des positions où il va devoir faire face à des choses auxquelles il n'a jamais osé faire face. Et donc, sur ce thème de la peur, il y a vraiment... la peur peut motiver ou peut empêcher les personnages de faire des choses, de prendre des risques, d'évoluer, et de trouver, finalement, il y a cette question derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos peurs? Est-ce qu'on peut trouver une forme de résolution ou d'acceptation? Est-ce qu'on peut vivre avec? Est-ce qu'on peut les confronter? Est-ce qu'on est obligé de les subir? Est-ce qu'on peut les dépasser? Voilà, il y a vraiment toute cette thématique qui est vraiment une des thématiques les plus importantes du récit. Donc vraiment, tous ces thèmes se tissent ensemble pour créer une tapisserie vraiment riche et vraiment complexe, et qui, j'espère, va vous engager vraiment à suivre l'intrigue, mais aussi à réfléchir sur vos propres expériences, notamment la peur. Et il y a vraiment une intention derrière l'incorporation de ces thèmes dans le livre, et en espérant que vraiment les lecteurs en retirent quelque chose. Ça, on pourra en parler après la lecture. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ah, super, merci Yael pour tes petits commentaires encourageants. Hello Sophie, bienvenue, c'est très gentil d'être là. Donc on continue ce live sur la 4e partie, la présentation des personnages principaux. Alors, Alexander Hartman, donc moi c'est vraiment un nom qui me faisait rêver. C'est un détective qui est spécialisé en langue et en symboles. C'est un homme qui est doté d'une intelligence aiguë, c'est quelqu'un de très méthodique, qui a fait de la résolution des mystères son métier. C'est quelqu'un qui a connu un drame dans sa vie, un drame profond, qui l'a profondément impacté, qui a vraiment une incidence très forte sur sa manière d'être, sur sa vie actuelle. Et ça, vous allez le découvrir au fil du récit. Et lui-même va découvrir beaucoup de choses sur lui-même au fil du récit. C'est un ancien linguiste. Sa passion pour le décryptage des énigmes l'a mené à devenir un détective de renom. En fait, il était linguiste, et ce drame dans sa vie l'a tellement chamboulé, l'a tellement retourné, qu'en fait, il a changé de métier et il est devenu détective. Parce que pour lui, il y avait certaines choses ce métier de détective lui permettait d'aller chercher des réponses sur certaines choses, sur certaines questions qui se posaient. Donc il garde quand même ses compétences en termes de langue, de connaissance des langues anciennes, des langues oubliées, des anciennes langues, qui est vraiment très importante dans le milieu dans lequel il va évoluer au sein de la bibliothèque, au sein du refuge, et des symboles également, puisque je parle vraiment d'un refuge ancestral, qui a toute une chargée d'histoire, chargée de symboles, de symbolisme, et donc ça va être très important pour lui pour avancer dans son enquête. Au fil de l'intrigue, Hartman va être confronté à des défis qui testent non seulement ses compétences professionnelles, intellectuelles, mais aussi ses émotions personnelles.
Donc, sa quête pour résoudre l'intrigue, pour dévoiler, pour dévoiler les secrets de ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cet endroit-là, le pousse à des remises en question fondamentales sur ce qui est vraiment important dans sa vie. Et ce qui est très important en fait, on a vraiment on a un duo de héros, puisqu'on a le personnage du père, Hartman, et on a sa fille, Lucy. Et Lucy est une composante centrale du récit. Il y a quand Hartman va arriver au refuge, il va avoir une certaine relation avec sa fille Lucy, qui est liée à leur passé commun, mais confronté aux dangers, aux découvertes et à cette quête, ça va renforcer leur lien tout en exposant leur vulnérabilité, ça va leur donner tous les deux l'occasion vraiment d'évoluer en même temps dans l'enquête centrale du récit, d'évoluer chacun pour soi et d'évoluer également dans leur relation. Alors Lucy Hartman, qui c'est Lucy Hartman? C'est une jeune fille qui a 13 ans, qui a vécu quelque chose effectivement de très difficile dans sa vie, il y a plusieurs années, mais qui est quelqu'un qui est très, très poli, très, très travailleuse, très intelligente, très curieuse, et surtout très mature pour son âge. C'est vraiment... elle vit seule avec son père, et donc elle est habituée à être avec un adulte, et il la traite comme une adulte, et elle est vraiment, on va dire, elle a quelques réactions parfois enfantines, mais de manière générale, c'est quelqu'un de très mature pour son âge. Sa curiosité innée et son aspiration à comprendre le monde autour d'elle la rendent à la fois vulnérable et incroyablement forte dans certaines situations de crise. Lucie, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu la fantaisie de Hartman. C'est un petit peu aussi sa lumière. Elle va lui permettre de découvrir certaines choses que lui n'aurait pas réussi à découvrir. Elle va réussir à mettre le doigt sur quelque chose. Vraiment, Lucie, elle a envie d'être archéologue. Elle est passionnée par tout ce qui est l'histoire, par tout ce qui est les anciennes civilisations perdues, anciens monuments, anciens lieux historiques. Et donc, elle va s'intéresser énormément à ce lieu vraiment qui est chargé d'histoire, qui est le refuge. Donc elle va grandir tout au long de l'histoire, elle va évoluer d'une adolescente quelque peu protégée à une partenaire d'enquête, une partenaire capable et déterminée, qui va jouer un rôle central dans l'enquête. Sa relation avec son père, ses réactions face aux événements, aux événements différents qui vont se passer, et sa manière de gérer le danger, vont vraiment illustrer ce développement personnel qu'elle va vivre. Et la quête va révéler qui elle est. On va voir si c'est quelqu'un de courageux, si c'est quelqu'un qui a peur, quelle est l'influence qu'elle a sur les décisions, est-ce qu'elle va être capable de s'affirmer ou pas. Et sa perspective nous aidera à voir les choses sous un angle différent, qui est vraiment vital pour la progression de l'enquête. Donc vraiment, pour moi, ce duo de personnages, c'était vraiment important. Donc, pour conclure sur les personnages, on a vraiment un voyage commun à la recherche de réponses sur une série de meurtres, sur un ouvrage oublié. Et ce voyage va transformer et va dévoiler les traits de caractère des personnages qui restaient inexplorés. On a vraiment une dynamique père-fille qui est essentielle pour le développement de l'intrigue et pour l'engagement émotionnel, je pense, de tous les lecteurs. Donc, pour moi, l'évolution d'Alexander et de Lucy n'est pas seulement le produit de leur découverte externe, mais aussi un voyage profond intérieur, où ils vont apprendre l'un de l'autre, donc ils vont apprendre l'un sur l'autre, enfin l'un de l'autre vraiment, et ils vont apprendre chacun sur eux-mêmes, en finissant par se confronter à certaines choses auxquelles il faut qu'ils se confrontent par la force des choses. Alors, est-ce qu'on a des questions? Sabine, merci Sabine d'être là. Alors, une petite question de Yael. Comment tu as pensé à Hartman et sa fille comme personnages principaux, je veux dire? Je peux pas vraiment dire comment j'y ai pensé. Je voulais vraiment, comme comme vous le savez sûrement, la plupart de mes héros sont des héroïnes, c'est vraiment des héroïnes, parce que j'aime beaucoup ce côté un petit peu fragile, sur le plan physique, je parle, hein, et en même temps très fort sur le plan psychologique. J'aime beaucoup ce côté et en même temps cette force justement des personnages féminins. Et là, ça c'est venu tout seul. C'est vraiment venu tout seul. Je voulais un personnage qui soit... Je trouvais quand même que dans cette atmosphère des Carpates, dans ce refuge isolé où il y a majoritairement des hommes, qui a un milieu très dur, je voyais pas vraiment une femme en détective arriver là-dedans. Je voyais plus un homme. Ça m'a paru vraiment naturel que ce soit un homme. Par contre, effectivement, cette dimension de la féminité, on va la retrouver dans Lucie. Donc tout ce qui est toute cette force, toute cette intelligence, cette subtilité, on va la retrouver dans le personnage de Lucie. Pour moi, c'était vraiment
En fait, je réalise maintenant en faisant ce live, j'avais pas réfléchi que ça pouvait être vraiment intéressant d'avoir un duo d'enquêteurs. Mais en fait, c'est ce qui s'est fait, ça s'est fait naturellement. C'est venu peut-être parce que, bah, avec tous les livres que j'ai lus ou les films que j'ai vus, où il y a souvent des duos et c'est intéressant d'avoir un duo. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi. Je prends conscience en même temps que vous qu'il y a en fait que j'ai de l'importance de ce duo. Et donc Claire, alors je l'ai expliqué effectivement au début du live pourquoi cette période, mais en gros, si tu veux, alors tu pourras réécouter peut-être le début parce que je le développe pas mal, mais en gros l'idée c'est que déjà c'est un hommage au Dracula de Bram Stoker qui est sorti en 1897, et ensuite j'aime beaucoup cette période parce que c'est une période où on a une révolution scientifique avec du coup toute cette science qui émerge, et donc qui arrive dans les grandes villes, notamment Londres, notamment Paris, mais en même temps, on a des sociétés dans les montagnes qui sont encore au XVIIIe siècle. Et donc en fait, il y a une confrontation entre les découvertes scientifiques et puis les croyances anciennes et ancestrales, et je trouve ça très intéressant, et on va dire, ce conflit, qui se percute, ces deux façons de voir qui se percutent, elles vont être illustrées dans le personnage de Hartmann. Comme toi, tu l'as vu, Claire, puisque tu as lu le livre. Donc vraiment, on a vraiment la science qui va essayer d'expliquer ce qui est difficile à expliquer ou ce qui est inexplicable. Donc c'est vraiment ça. Et il y a également quelque chose qui est important dans cette fin du 19e siècle, c'est que comme il y a la science qui va arriver et qu'on commence à se poser des questions sur plein de choses, c'est aussi un moment où on va avoir un regain d'intérêt pour l'ésotérisme, pour la sorcellerie, pour le surnaturel. Et donc je trouve ça vraiment intéressant, pour le fantastique. Et donc je trouve ça vraiment intéressant pour ces raisons-là. Donc Sabine, oui, alors c'est pas une saga potentielle, c'est un one-shot. Donc effectivement, j'ai changé, j'ai décidé de partir sur des one-shots qui font à peu près dans les 100 000 mots si j'y arrive, c'est-à-dire des livres qui font on va dire, entre 350 et 450 pages, qui se lisent facilement, assez rapidement, et voilà. Et voilà, c'est en gros ça change un petit peu, donc c'est un one-shot. Il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Alors peut-être qu'après, si les personnages vous plaisent et que vous voulez d'autres histoires avec ces personnages-là, ça donnera peut-être d'autres histoires, mais ça sera des histoires distinctes et il n'y aura pas besoin de lire un livre pour en lire un autre. Alors ça, on verra. Alors, donc on a présenté les personnages. Alors, on arrive vers la fin de ce live. Donc on va faire une toute petite partie sur le processus de recherche et d'écriture. Donc le processus de recherche et d'écriture, il y a eu beaucoup de lectures, hein, comme je vous l'ai dit, effectivement, beaucoup de livres, beaucoup de films. Alors ça c'est vraiment, de toute façon, c'est au fil des ans. Et ensuite beaucoup de recherches sur les Carpates, sur la fin du 19e siècle, sur... à l'intérieur du livre, il y a quand même un médecin, qui joue un rôle important, qui est une personne qui s'appelle la docteure Irina Popescu, qui a des caractères physiques particuliers et des caractères, on va dire, psychologiques particuliers également. Je ne veux pas vous en dire trop, mais à travers ce médecin, j'ai dû faire beaucoup de recherches parce que, quand on a une enquête policière avec un médecin d'un côté et puis des décès de l'autre, on peut imaginer qu'il y ait des analyses, qu'il y ait des autopsies, des choses comme ça. Donc il y a eu vraiment pas mal de recherches par rapport à ça parce que j'ai vraiment essayé d'être le plus, on va dire, le plus réaliste possible, hein. Vous me connaissez, j'essaie vraiment de coller le plus possible à la réalité. En termes d'éléments mythologiques, alors il y a vraiment, par rapport à cette thématique de la peur, effectivement, à un moment, il y a certaines références, hein. Vous me connaissez, j'aime beaucoup la Grèce antique, donc il y a des références à la Grèce antique, effectivement, toujours dans ce livre. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les romans, avec à chaque fois ces références à des mythes qui nous construisent, qui nous composent, et je trouve ça très intéressant vraiment d'avoir ces liens. Ensuite, par exemple, au niveau du contexte historique, j'ai beaucoup étudié la vie de Bram Stoker, qui lui-même a beaucoup étudié certaines croyances au niveau des Carpates, au niveau de ces pays-là, où il a fait des conférences, des trucs comme ça, et donc à travers ça, ça m'a poussé à lire des articles, à regarder des conférences, ou à écouter des podcasts, des choses comme ça, donc c'était vraiment une ouverture en fait sur les pas un petit peu de Bram Stoker et puis d'autres auteurs et puis d'autres histoires. Parce que le livre, encore une fois, il y a vraiment cet hommage, on va dire, qui est rendu, mais un hommage qui est très
L'histoire n'a vraiment rien à voir du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas du tout de vampire. Il y a juste, on va dire, cette atmosphère gothique et puis ces thèmes dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans le live qui sont un petit peu communs avec cette histoire-là. Alors, ce que j'ai vraiment essayé de faire en sorte, en termes vraiment de technique d'écriture, ça a été de construire le suspense tout au long du roman, tout au long de la progression de l'intrigue. Et donc vraiment, c'est vraiment faire des surprises, des révélations, des faux semblants, pour vraiment maintenir le lecteur en haleine. Donc des fins de chapitre qui coupent d'un coup avec des questions, ou alors vraiment des virages à 90 degrés, ou alors à 180 degrés, et vraiment des éléments étonnants, on va dire, glissés du début à la fin. J'ai vraiment essayé de les glisser vraiment tout au long de l'histoire, et j'ai de la chance, ça s'est fait assez naturellement, donc vraiment pour le coup, c'était vraiment bien. Et a priori, des lecteurs qui l'ont lu pour l'instant, ça fonctionne bien, donc c'est vraiment cool. En termes d'atmosphère, alors j'ai vraiment travaillé l'atmosphère du livre, comme je vous ai raconté, en choisissant vraiment minutieusement les descriptions de paysages, les intérieurs du refuge, les extérieurs, les conditions météorologiques, pour enfoncer le sentiment de suspense, de mystère, ou alors le sentiment de joie. Et il y a vraiment le cadre influence les émotions des personnages, des lecteurs et la progression de l'intrigue. Voilà. Et donc, une petite anecdote personnelle en ce qui concerne l'inspiration, comme je l'ai mis dans certains posts, le livre d'or, à la base, c'était une nouvelle que j'ai écrite quand j'avais, je crois, 17 ans, peut-être 16 ou 17 ans. Et c'est une nouvelle qui faisait peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de pages. Et l'idée que j'avais eue, c'était vraiment de découvrir dans un refuge, quelqu'un qui arrivait dans un refuge et qui découvrait un livre dans lequel sont relatées les expériences des voyageurs et qui, en lisant ces expériences, allait découvrir toute une histoire. Et ça avait des impacts dans la réalité, tout ça. Et en fait, j'avais jamais réussi à donner vraiment ce que... J'ai jamais réussi à explorer le potentiel de cette histoire. J'y avais réfléchi... à l'époque, j'avais pas forcément je savais pas vraiment comment m'y prendre pour vraiment construire une intrigue vraiment intéressante, comment vraiment construire des personnages intéressants. Et donc j'avais une histoire qui était dans un cadre qui était sympa, c'était un petit peu... voilà, c'était sympa, mais ça décollait pas. Et j'y ai réfléchi pendant vraiment longtemps, et j'en ai parlé à des gens, puis j'ai eu des pistes, des idées, et ça m'a jamais convenu. Et puis un jour, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était en décembre dernier, j'ai eu, d'un coup c'est venu, je sais pas trop comment, quand je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans un nouveau livre, après 2050, je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Et je dis, mais j'ai trop envie de revenir sur du mystère, sur du suspense, sur de l'inexpliqué, sur du fantastique. Et en fait, cette histoire, elle est revenue tout de suite, parce que toujours, je me suis dit, cette histoire, ça peut donner potentiellement un roman. Et là, j'ai des idées qui sont venues, et en fait, c'était les bonnes. Donc, il a fallu attendre, je sais pas, 2024 plus 97. On va dire, c'est ça, il a fallu attendre presque entre 25 et 30 ans pour que l'idée, elle se fasse vraiment en moi et que ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et là, vraiment, je pense que le livre, je l'ai mené là où je voulais le mener. En fait, je suis vraiment content parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc maintenant, voilà, j'attends vraiment votre retour à vous pour savoir ce que vous en pensez. Et les défis rencontrés, pour moi, il y a eu beaucoup de défis, forcément. De toute façon, à chaque fois qu'on écrit un livre, il y a des défis. Déjà, créer tous ces personnages avec leur vie, avec leur personnalité propre, avec leur manière de parler, imaginer des passages du livre d'or, imaginer tout ce qui peut se passer, et puis créer une intrigue policière. J'avais jamais écrit de roman policier. Donc vraiment créer une intrigue policière dans laquelle effectivement il y a ce côté fantastique, mystérieux, ésotérique, occulte. Donc ça c'était quelque chose déjà où je m'y connais un peu mieux, mais clairement une intrigue policière, ça j'avais jamais tenté moi-même. Donc ça c'était un défi. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Il y a du mystère, il peut y avoir des découvertes qui se font beaucoup plus tard dans le récit sur des questions qui sont posées au début. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je comprends effectivement pourquoi les romans policiers plaisent beaucoup, parce que c'est très intéressant en termes pour les construire, et puis effectivement pour les découvrir également. Alors je continue, alors on approche de la fin de ce live. J'avais prévu une demi-heure, on est déjà à 50 minutes. Coucou Florence, merci beaucoup Florence, c'est très gentil, merci d'être là, de nous faire un petit coucou. Effectivement, l'ésotérisme, écoute, alors là, tu vas voir, c'est encore un petit peu différent. Je pourrais pas dire que je maîtrise, mais en tout cas, je m'y intéresse, ça c'est sûr. Et toi aussi d'ailleurs. Donc ça nous fait quelque chose en commun.
Et d'ailleurs, je te contacterai pour le livre, hein, dans pas longtemps, hein, c'est prévu, hein, c'est prévu. Comme tu m'avais dit, je crois qu'on s'était échangé des messages il n'y a pas longtemps. Et donc, euh, et donc merci Yael pour ton retour pour The Prison Experiment. Effectivement, c'est le livre qui ressort un petit peu de ce qu'on m'a dit quand les gens m'en parlent, c'est un petit peu Prison Experiment. Je vais voir, je vais essayer de voir si je peux trouver un éditeur pour ce livre. Je vais commencer à chercher un petit peu pour sortir un peu de ma caverne. Euh, alors, c'est vraiment chouette ce live, ça permet de mieux connaître ton livre et surtout d'avoir plein de petites infos, comme par exemple comment l'histoire est apparue dans ton esprit. Voilà, tout à fait, c'est ce que je... Vraiment, j'ai essayé de... Si vous prenez le live en cours maintenant, on arrive vers la fin du live. Je vous enjoins vraiment à, si vous avez envie de répondre à certaines questions, à le reprendre au début. Alors les 3 premières minutes, je ne parlais pas parce que j'attendais qu'il y ait les premières personnes qui arrivent, mais vraiment tout de suite, il y a le plan qui est donné et j'ai vraiment essayé de présenter sous différents aspects pour que ce soit intéressant pour vous justement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis me faire des retours, vous poser des questions, ça je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Super Florence, super. Alors je continue, donc on n'est pas loin de la fin. Alors voilà, donc le dernier point que je vais développer, c'est que ce livre, pour moi, ça représente un espoir. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vraiment un livre, on va dire, c'est le nouveau livre que je veux écrire, c'est ça. C'est vraiment ce livre-là. C'est un livre qui m'a complètement transporté, j'étais complètement dedans, je me suis éclaté à l'écrire, c'était génial, vraiment, je l'ai écrit en peu de mois, puisque comme vous l'avez vu, j'ai commencé en décembre. Bon, j'ai bossé énormément dessus, toutes mes vacances, le soir, le matin, dès que j'ai du temps, les jours de repos, dès que je peux, j'ai avancé dessus. Et vraiment, ça m'a transporté, ça m'a captivé, parce que c'est mon truc en fait. Le mystère, ces univers-là, c'est le huis clos avec différents personnages, avec des éléments un petit peu ésotériques, mystérieux, tous ces trucs-là. Vraiment, voilà. Donc je me suis éclaté à l'écrire et j'espère vraiment que vous allez le ressentir. Je pense que quand un auteur s'éclate dans un truc, les lecteurs le ressentent parce qu'il y a une certaine forme d'énergie, il y a un truc. Donc vous me direz, j'espère que vous le ressentirez. Donc vraiment, cette histoire, c'est waouh, pour moi, je suis tellement content qu'elle sorte, je suis tellement heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Et donc cet espoir, c'est que cette histoire, je vais la faire participer aux Plumes francophones 2024. Les Plumes francophones, c'est un concours Amazon. Alors je ne sais pas exactement où en est ce concours actuellement, je connais quelques personnes qui l'ont réussi. L'avantage de ce concours, c'est qu'il y a vraiment une mise en avant. Il peut y avoir une édition audible, donc c'est vraiment génial, c'est un livre audio, donc ça c'est un de mes rêves d'avoir un livre audio. Une édition papier également, il peut y avoir des traductions. Enfin vraiment, les Plumes francophones, c'est Amazon qui ouvre les portes à un roman. Donc c'est un rêve. Pour moi, c'est vraiment un de mes rêves. Et donc, si vous êtes là, que vous répondez présent, que vous m'aidez, par exemple en mettant des commentaires sur le livre, en mettant des étoiles, en partageant sur les réseaux sociaux, ou en parlant autour de vous, ou de la manière dont vous pourrez, si vous pouvez m'aider par rapport à ça, ce serait génial, parce que vraiment le but, alors les plumes, ça récompense le livre qui a beaucoup vendu. Ça peut être aussi le livre qui a beaucoup d'étoiles, mais il peut y avoir aussi il y a un jury, donc il peut y avoir aussi d'autres raisons. Et l'originalité du livre est assez intéressante. Alors, vraiment, j'ai vraiment essayé de faire un livre original aux confins entre le polar et le fantastique, au croisement, pardon, entre le polar et le fantastique, avec vraiment une histoire originale et vraiment un message qui est porteur de plein de choses. Et donc j'espère que ce livre plaira. Vraiment pour moi, ce livre, voilà, je le joue sur les plumes francophones. Et donc si vous pouvez m'aider, c'est génial, parce que ça va pouvoir vraiment lancer le livre, me lancer moi hein, en tant qu'auteur, lancer d'autres livres, lancer des publications, lancer de l'édition. Une certaine reconnaissance, je dirais un certain statut, parce que gagner un concours comme ça, c'est un statut un petit peu dans le milieu littéraire, dans la communauté littéraire. Donc vraiment, voilà. Donc là, vraiment, je compte sur vous pour les plumes, si vous pouvez me filer un coup de main. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour essayer un petit peu de faire parler du livre jusqu'au mois d'août, parce que les plumes, c'est un concours qui commence le 1er mai et qui finit à la fin août. Donc c'est vraiment sur 4 mois, et c'est là où ils vont voir en gros les résultats du livre sur 4 mois. Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, je vais essayer de faire un petit peu de marketing sur mon blog, sur les réseaux sociaux, je vais essayer de partager toutes les anecdotes dont je parle dans le livre. Je me dis que ça peut être intéressant de faire des billets pour en parler, parce que les gens, ça peut les intéresser. Je vais essayer de faire des lives aussi sur des groupes Facebook, mais je compte aussi sur vous, mes chers lecteurs, mes chers amis, pour vraiment m'aider, parce que c'est vraiment, sans vous, ça ne donnera jamais rien. Donc voilà, donc en conclusion, eh bien,
je voudrais déjà vous remercier tous énormément. Alors d'abord l'équipe Alpha, ça c'est un petit clin d'œil pour toi Isabelle, hein, l'équipe Alpha, parce qu'on pourrait... Les bêta lecteurs, moi je l'appelle l'équipe Alpha, voilà. Parce que c'est des alphas, c'est des super lecteurs. Et alors vraiment, je voudrais vous remercier. Donc il y a Claire Marquez, Nathalie Millet, Isabelle Sérélis, il y a Jean Deruel, et il va y en avoir d'autres, parce qu'il y a par exemple Florence Junio qui va venir là, il y en aura sûrement d'autres. Et il y aura aussi beaucoup de blogueurs qui me suivent et de lecteurs. Et je voudrais vraiment vous remercier tous. Et vraiment, mon premier remerciement, c'est par rapport à mes correcteurs bêta lecteurs qui vont faire des chroniques ou qui vont mettre des commentaires. Vous avez fait un travail qui était génial. Tous, vous êtes vraiment impliqués dans le livre. Vous m'avez surpris, quoi, parce que vous aviez plein d'idées. On a pu améliorer le livre énormément avec vous. Il y avait plein de petits trucs qui manquaient, que moi je pouvais plus voir parce que j'étais vraiment le nez dans le guidon. Vous avez su les voir, vous avez su rajouter de la plus-value à ce livre. Et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était un travail d'équipe, parce qu'on était en lien, parce qu'on s'écrivait. Je dis, ah tiens Eric, là sur ce chapitre-là, j'ai aimé ça, mais là il y a un truc et tout, je me pose question, machin. Et c'était vraiment un travail d'équipe, il y avait des retours. Donc moi j'essayais de reprendre en même temps que vous étiez dessus pour rester un peu, pour qu'on soit en phase. Et puis vous, du coup, je pense que c'était sympa, vous aviez le retour tout de suite, ah oui, je prends cette idée-là, je la mets là et tout. Un travail d'équipe, quoi. Et c'est vraiment, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, mais là, c'était au-delà de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. J'ai vraiment eu le sentiment d'être dans une équipe et je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous avez fait un travail, vous avez pris du temps, de l'énergie pour faire ça et vous avez énormément apporté au bouquin et moi personnellement c'était très, très enrichissant de travailler avec vous. J'espère qu'on va continuer forcément ensemble à l'avenir et ça a apporté au bouquin. Donc c'était vraiment positif. Et puis c'est vrai que l'écriture, comme c'est un processus qui est quand même très solitaire, on est quand même seul, on est très seul. Quand on peut partager des choses avec des gens, c'est énorme. Et je pense qu'avec les lecteurs, ça va être pareil. Quand je vais lire vos retours, vos petits commentaires sur les réseaux sociaux, ou les mails que je vais recevoir, ou quand on en parlera de vive voix, ou alors les commentaires Amazon, à chaque fois, mais c'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau énorme, énorme. Vous, si vous donnez un petit peu de mal pour me faire un petit commentaire, un truc, c'est un cadeau énorme. C'est un retour, voilà, c'est génial. Donc vraiment, donc voilà. Donc j'espère que ce livre va marcher, j'espère que ça va vous plaire, parce que comme ça va me motiver à en faire d'autres. Je vais voir aussi si vraiment ce livre vous plaît au-delà de ce que j'ai fait avant, de continuer un petit peu sur cette veine-là. Parce que c'est vraiment la veine que j'ai envie d'explorer en ce moment. Et puis voilà, et vraiment vos retours sont vraiment essentiels parce qu'ils m'aident à grandir en tant qu'auteur et aussi à mieux comprendre l'impact que les livres, que les histoires peuvent avoir sur vous. Donc voilà, eh bien, voilà, donc en gros, on va arrêter le live là. Hein. J'ai fait le double. Je pensais faire une demi-heure, on a fait 1 heure. J'espère que c'était intéressant. Le but, c'était vraiment, c'est pas grave si on a dépassé. L'idée, c'était de passer un petit moment ensemble. Je vais regarder un petit peu les questions qui ont pu tomber, s'il y en a. Ça se voit que j'ai été à fond. Ben écoute, tant mieux, écoute, hein, si ça se voit. Est-ce qu'il faut voter pour m'aider? Non, Yael, en fait, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, en fait, c'est plutôt de temps en temps, quand vous y pensez, faire un petit post sur un groupe de lecture, ou tu vois, c'est ça, ou ne serait-ce que déjà, je te dis, mettre les commentaires sur Amazon, en parler autour de vous. En fait, le but, c'est d'avoir des lecteurs, c'est d'avoir des étoiles. Voilà, écoute, c'est ça. Après, je sais pas trop quels sont, comment... Moi, je vais essayer d'avancer de mon côté. Vous me filerez un coup de main quand vous aurez l'envie, le temps, l'énergie, et puis voilà. Et puis de toute façon, si c'est pas cette année, ça sera une autre année, et puis ça sera génial. Et puis de toute façon, ce sera toujours une super aventure. Et puis les choses avancent. Et puis je sens que petit à petit, l'histoire elle se libère. Tu vois, ma main elle se libère petit à petit quand j'écris. Donc c'est une progression aussi. Super Florence, merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est adorable Florence, c'est adorable. Vraiment, je vous engage à aller voir les livres de Florence Junio également parce qu'elle a fait des livres qui ont un gros succès et qui sont vraiment super. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ce live. On a parlé un petit peu de l'intrigue. On a parlé du cadre géographique historique, le choix d'un petit peu de cet endroit, le choix de cet univers, de cette période. On a parlé des inspirations, des sources d'inspiration. On a parlé des thèmes principaux, hein, mystère et enquête, ésotérisme et anciens manuscrits, confrontation aux peurs intérieures, et vraiment la thématique de la peur qui est très importante dans ce livre. On a parlé des personnages principaux. On a parlé du processus de recherche et d'écriture.
On a parlé du concours des plumes francophones 2024. Et voilà, donc on a fini, on a parlé à peu près de tout. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain. À demain pour la sortie du livre. Je vais le lancer, là presque tout est prêt, mais je vais le lancer pour qu'il parte demain matin. Merci du fond du cœur d'avoir assisté à ce live. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter des morceaux ou vraiment en totalité ce live pour découvrir ou en live ou en replay. Donc merci beaucoup d'être là, de vous intéresser à ça. Et puis surtout, n'hésitez pas. Vraiment, comme je vous dis, pour moi, l'important, c'est qu'on échange par rapport à ça, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse parler de tout ça, qu'on puisse se connaître. Et vraiment, à travers l'écriture, j'ai fait plein de connaissances qui sont vraiment magnifiques, un petit peu partout en France. Et vraiment, le but, c'est de se rencontrer. Et le but, c'est aussi de pouvoir se rencontrer peut-être un jour dans un salon ou quelque part pour aller boire un café ou un truc comme ça. Voilà. Donc, merci du fond du cœur d'avoir été là. Restez inspirés, continuez de lire et de soutenir la littérature. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Allez, à très bientôt. Je vous dis à demain. Et puis voilà, on croise les doigts. Et le meilleur à tout le monde.